Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, l'Attaque des Titans, et plus récemment Chainsaw Man, pourquoi c'est si difficile de faire une fin qui met tout le monde d'accord? Et s'il y a bien un mangaka qui va être attendu pour sa fin, c'est Eiichiro Oda avec One Piece. Donc dans cette vidéo, on va regarder quelques fins de shonen, qui est sûrement la démographie la plus chiante à satisfaire. Et on va voir ce que Oda pourrait apprendre de ses fins pour réaliser le plus grand défi de sa carrière, mettre fin à One Piece. En vrai, est-ce que c'est si important de faire une bonne fin? Est-ce que c'est pas la morale la plus classique de dire que ce qui compte c'est pas la destination mais le voyage? Je veux dire, est-ce que des gens sont vraiment capables de passer outre des décennies de bon contenu juste pour une mauvaise conclusion? Eh bien, je te laisse demander à Game of Thrones. Rarement une série n'a été aussi influente, et pourtant, j'ai l'impression qu'on se rappelle juste de la fin. Peut-être bien que la fin c'est tout ce qui compte. Peut-être bien que des gens regardent des œuvres juste pour connaître la conclusion. Et c'est peut-être pour ça que certains mangaka préfèrent mettre en pause leur manga pendant des années plutôt que de sortir une mauvaise fin. Mais au fond, c'est quoi une bonne fin? Eh bien, je crois que je connais qu'un seul shonen qui a fait l'unanimité tout en ayant passé la barrière du temps. Full Metal Alchemist. En vrai, je connais pas beaucoup d'animes qui font autant l'unanimité, surtout quand on parle de fin. La prouesse, elle est dans un équilibre de plusieurs éléments. Non seulement délivrer une fin qui apporte plus de réponses que de questions, mais aussi ça propose une sorte de continuité en mode la vie continue, le monde reste vaste. Et ça, sans pour autant tapater avec une potentielle suite en mode cliffhanger. Et pourtant, c'est pas une pure happy end, c'est ce qu'on appelle une fin douce amère, tu sens qu'il y a eu un prix à payer pour résoudre tous les conflits. Et c'est parfait, parce que ça colle totalement au thème, ainsi qu'aux dernières paroles d'Edward qui disent que toute leçon nécessite des sacrifices. Je pense vraiment que cette sensation de boucle bouclée et de fidélité au thème est indispensable. Je pense que le contexte de l'époque joue aussi, mais ça on va en parler plus tard. Et pour avoir cette sensation de boucle bouclée, One Piece va devoir répondre à toutes les questions importantes sans ajouter d'éléments superflus. Donc ça va être un point important. Mais aussi, il va sûrement falloir nous faire ressentir les conséquences de tout ce qu'on a traversé. Qu'on se dise qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Je pense que c'est les deux éléments sur lesquels One Piece doit jouer pour nous faire une bonne fin. Ok, mais qu'est-ce que One Piece doit éviter? Encore une fois, je parle de bonne fin et de mauvaise fin, mais ce que je veux dire vraiment c'est controversé ou pas. Et en parlant de fin controversée, j'ai un anime en tête. Qu'est-ce que j'ai aimé Naruto et qu'est-ce que je suis nostalgique rien qu'en voyant le logo de Konoha. Et pourtant ça me brise le cœur de parler de la fin à chaque fois. Bon alors qu'est-ce qui va pas avec la fin? De mon point de vue, il y a deux reproches qu'on fait très souvent à la fin. On est quand même bien loin des thèmes originaux qui nous ont fait aimer Naruto. Comme on l'a dit avec Fullmetal, c'est important de rester fidèle à ces thèmes et de boucler une boucle. Avec tout ce sujet de la réincarnation, on est quand même loin de ce qui nous a fait aimer Naruto au départ. Et le deuxième reproche qu'on fait le plus souvent, c'est ça. Là où je disais que Fullmetal répondait à toutes les questions, Naruto a tendance à nous donner des réponses à des questions qu'on se posait pas. Non seulement je suis pas sûr qu'on ait besoin de savoir d'où venait le chakra, et encore moins pour nous dire que ça vient de l'espace. Et évidemment, tout ce truc avec le dernier antagoniste, c'est dur d'être impliqué quand tu connais à peine le personnage. Heureusement Kishimoto a pu finir sur la seule chose qu'il voulait vraiment faire, le combat qu'il voulait vraiment faire pour sa fin, mais le mal était déjà fait. Donc si One Piece veut une fin tout aussi controversée que celle de Naruto, voilà ce qu'il faut faire. Essayer de s'éloigner le plus possible des thèmes qui nous ont fait aimer One Piece au début. Si possible, ajouter un antagoniste dont on n'a jamais entendu parler pour l'arc final. Et enfin, ne pas répondre à toutes les questions qu'on se pose déjà et ajouter des nouveaux éléments qu'on n'a pas forcément envie de savoir. Et entre nous, j'avoue que c'est un peu ma crainte quand je vois tout l'ampleur que prend ce thème des démons sur les derniers chapitres. J'espère quand même que l'œuvre se finira sur de la piraterie, et si on peut éviter les réincarnations, les retours dans le temps et tous ces trucs, je suis très heureux. Juste le fait de parler de réincarnation, ça me fait penser à ma pire expérience de lecture ever. Je me souviens regarder à quel chapitre j'en étais et calculer combien il m'en restait. Tu vois cette sensation de regarder l'horloge en attendant de sortir du travail ou des cours? Et bah c'était exactement ça. Alors quelle est cette œuvre et pourquoi c'est Seven Deadly Sins? Et ça me fout un peu le seum parce que j'avoue que Seven Deadly Sins, il y a des moments iconiques qui m'ont vraiment fait kiffer. Mais ça me fera pas oublier la purge des derniers chapitres. Que ça soit le dernier antagoniste qui change de forme à chaque phase comme si on était dans un combat contre Ganondorf, ou soit le fait d'ajouter une trahison aléatoire pour au final faire de ça le vrai antagoniste final. Le concept de réceptacle ça peut être cool. Le concept de trahison aussi ça peut être cool, mais là ça a été soit mal utilisé soit surutilisé. Donc si One Piece veut prendre exemple sur Seven Deadly Sins pour me rendre triste, faut juste rallonger les combats de façon abusée et faire par exemple que Zoro trahisse Luffy sans raison. Je crois qu'il est temps de parler de Bleach. Je sais pas si encore aujourd'hui des gens découvrent Bleach, mais Bleach c'était quelque chose à l'époque. Et quand tu te dis que ça a inspiré des auteurs comme celui de Jujutsu Kaisen, tu te demandes comment on a pu arriver à ça. Je me rappelle que quand la fin est sortie, des mecs brûlaient littéralement des tomes de Bleach. Et le pire c'est que tous les trucs que j'ai reprochés jusqu'à maintenant, Bleach les a pas. Je sens pas une trahison des thèmes, je sens pas qu'on nous a donné des infos inutiles, et même si j'aime pas son chara-design, l'antagoniste est cohérent. En fait le seul problème c'est un problème de calendrier. Quand tu vois combien de chapitres a duré le dernier affrontement, tu sens que la fin est rush. Kubo lui m'a dit qu'il était en burn-out. Mais bon, peut-être que c'est pas que un problème d'éditeur, peut-être qu'il a été trop ambitieux, parce que son arc final a quand même duré 200 chapitres, ce qui est quasiment un tiers du manga. Et je pense que c'est pour ça que ce dernier arc est infiniment plus aimé dans l'anime que dans le manga. Parce que l'anime, sans forcément ajouter quoi que ce soit, peut corriger les problèmes de rythme du manga. Donc si Oda veut aussi faire une fin controversée, faut qu'il ajoute 26 nouveaux personnages avec 26 nouvelles compétences. Non, sérieux, ajouter 26 personnages à la toute fin, c'était un peu ambitieux, monsieur Kubo. En gros, le problème de Bleach, c'est quoi? C'est d'être s'être fait imposer une deadline
alors qu'il lui restait encore beaucoup de choses à dire. On pourrait croire que Oda a trop de statut pour se faire imposer une date de fin, mais je pense que ça peut arriver, et je pense même que c'est déjà arrivé, vu comment la fin de Wano a accéléré d'un coup, pour à peu près faire apparaître Shanks juste avant le film Red. Donc ouais, est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est une règle du jeu? En tout cas, les deadlines sont quelque chose à prendre en compte, même si on se dit que ça n'a rien à voir avec l'histoire. Malgré toute cette pression mise par les éditeurs, je pense qu'au fond, ils ont quand même un seul regret qu'ils aimeraient éviter, c'est que leur mangaka s'excuse. Et c'est vraiment triste que Isayama, le mangaka derrière l'attaque des titans, soit le mangaka le plus connu pour s'être excusé de sa fin. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il s'est excusé? Parce qu'il a fait une mauvaise fin? Les mangakas s'excusent pas pour une mauvaise fin. Il s'est excusé parce qu'il a changé d'avis au dernier moment. Et l'élément sur quoi il a changé d'avis, c'est Eren. Il a fini par se faire convaincre que Eren était un personnage bon. Mais qu'est-ce qui a le pouvoir de faire changer d'avis un mangaka sur ses propres personnages? Eh bien la réponse, c'est peut-être la façon dont a découvert l'attaque des titans, mais c'est l'anime. Et plus particulièrement, Isayama a dit que c'était le doubleur d'Eren qui lui a fait comprendre ça. Et ce que je trouve marrant, c'est qu'au final, c'est l'anime qui lui a permis de corriger cette fin aussi. Voilà, donc si Oda veut potentiellement avoir des regrets sur sa fin, il faut qu'il se laisse influencer par l'anime. Et je dis ça alors que mon épisode préféré contient presque exclusivement du contenu spécifique à l'anime. Mais si tu veux un exemple concret, il y a certaines scènes dans Wano où Luffy a vraiment l'air de représenter les forces du mal. Et bien ces scènes sont pas du tout dans le manga non plus. Et pourtant ça a donné naissance à plein de théories. Théories qui j'espère n'atteindront jamais Oda. Bon, depuis tout à l'heure on voit des leçons qu'on pourrait tirer des fins les plus controversées des dernières années. Et parmi tout ça, c'est des choses qui sont dans la main des auteurs. Mais il y a un élément qui n'est pas dans la main des auteurs, et c'est peut-être la raison pour laquelle Fullmetal Alchemist s'en est si bien sorti, c'est le spoil. On vit quand même dans un monde où certaines personnes ne lisent pas les derniers chapitres, mais lisent juste des bullet points faits sur Twitter. Non seulement c'est pas toujours exact, mais le pire c'est que à partir de ça, des gens font des critiques. C'est pas bien ou mal, c'est juste ce qui se passe en ce moment. Et ce qu'il est très probable qu'il arrive pour One Piece, c'est que dès que ces petits résumés de spoil sortiront, et qu'il y aura des révélations comme ce qu'est One Piece par exemple, avant même que le chapitre sort, il va y avoir 1 million de mèmes faits par tous les détracteurs de One Piece pour dire tout ça pour ça. Et si en plus ces mèmes sont marrants, ce dont je ne doute pas une seconde, ça va indéniablement changer la perspective de certains sur le chapitre. Et c'est humain, c'est ça le biais de confirmation. Et si une semaine avant que le chapitre sorte réellement, tout le monde passe son temps à dire que c'est nul et dire tout ça pour ça, tu vas inconsciemment lire le chapitre en cherchant tous les éléments pour confirmer cette idée. Et vu que les algorithmes mettent en avant le contenu qui fait le plus réagir, et que ce qui fait le plus réagir c'est le négatif, tu risques pas de manquer d'éléments pour tirer sur ta propre lecture. Et je trouve ça horrible, parce que c'est toi qui as regardé chaque chapitre ou chaque épisode, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et au final, la conclusion ou ton avis final sur le dernier arc sera pas 100% ton avis, mais une sorte de mélange avec l'avis de la majorité. Et ça marche dans les deux sens, avis positif ou avis négatif. Donc au final, je pense que la pire chose qui puisse arriver à Oda, c'est pas qu'il tombe dans tous les pièges qu'on a cités depuis tout à l'heure, mais c'est que les gens partagent un avis sur sa fin qui n'est pas le leur.